Il y a 6 ans, c'était vraiment le diable de faire des placements de produits. Tout le monde est sur TikTok. Personne n'est vraiment sur YouTube. YouTube est peut-être en train d'amorcer, si ce n'est un déclin, au moins une stagnation. Quand tu es créateur, tu as un concept qui marche bien, tu vas l'étirer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Le problème d'avoir un algorithme qui décide de tout, c'est que justement ça va se standardiser à une vitesse phénoménale. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Media. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Adam. D'ailleurs, Adam ou Adam ? Adam, c'est mieux, mais... Adam, ça faisait un peu américain, quoi, tu vois. Ouais, je sais, mais non, mes parents ont fait très très français finalement. Bon, ok, Adam. Et donc tu es connu sur YouTube avec le nom Adam Bros. Tu vas nous expliquer pourquoi Adam Bros, parce que Bros n'est pas Mon vrai nom. Ton vrai nom. Et d'ailleurs, ça se prononce peut-être autrement que Bros. Ça se prononce Adam Bros. Et la signification est mystérieuse. Je laisse ouvert aux différentes interprétations. Okay. Donc il y a des gens qui pensent que c'est Mario, des gens qui pensent que c'est Warner, des gens qui pensent que c'est mon frère. Mais c'est pas un truc random, il y a une vraie signification. Il y a une vraie signification, il y a une vraie démarche. Mais tu veux pas nous le dire. Derrière, mais je laisse le mystère ouvert. Ok, parce que le principe du podcast, c'est que tu te confies quand même, que tu nous donnes un peu de croquettes, tu vois. Là, si on est censé deviner ce que tu vas nous raconter... Non, je confie que c'est un mystère. Ok. Bon, et écoute, on appellera les auditeurs de Follow Me à faire leur proposition et on votera pour la meilleure. Grave. Et certains ont trouvé en plus. Hein. Certains ont trouvé ce que c'était. Donc c'est pour ça. Et tu leur as dit qu'ils avaient trouvé ? Non, mais souvent je réponds que c'est pas ça aux gens qui ont une mauvaise piste et je réponds rien aux gens qui ont trouvé. Ok, bon, ça nous donne un indice. C'est déjà pas mal. Bon, ravi de t'avoir. Pourquoi je t'ai invité dans Follow Me ? Parce que j'ai été intrigué par l'une de tes dernières vidéos qui parle de YouTube. Dont déjà le titre était génial, rappelle-nous-le. Pourquoi les youtubeurs vont disparaître ? Donc évidemment, tu cliques pour lire la vidéo. Évidemment, comme beaucoup de vidéos sur YouTube, elle n'est pas aussi radicale que le titre laissait paraître, mais il y avait beaucoup de choses hyper intéressantes dans cette vidéo. On va en parler juste après. D'abord, on peut parler un peu de ton activité de youtubeur, Adam. Donc ça fait combien de temps que tu es sur YouTube ? Ça fait 10 ans cette année. Enfin, ça va faire 10 ans cette année. Parce que tu es tout jeune, quel âge tu as ? J'ai 20 ans. Donc tu as commencé YouTube à 10 ans. 11 ans, effectivement. Ouais, exactement, j'ai commencé à 11 ans avec des potes. Juste, on avait une caméra et on s'est dit pourquoi pas faire des parodies de trucs qu'on aime bien. Okay. Du coup, on a décidé de les poster sur YouTube parce que c'était là pour héberger des vidéos. Et petit à petit, j'ai repris la chaîne à mon compte et j'ai transformé ça en analyse de pop culture. D'accord, et donc ça a toujours été sur cette même chaîne depuis 9-10 ans. Ouais, il suffit, on peut aller voir sur la chaîne dans les à propos. Tu n'as rien effacé, t'assumes tout. Alors si, bien sûr, tout est en privé. Okay. On peut remonter jusqu'à il y a 5 ou 6 ans à peu près, je dirais. Mm-hmm. Et le reste c'était en privé déjà parce qu'il y avait des potes à moi qui à mon avis voulaient plus apparaître. Et aussi parce que y a des contenus que j'assumais pas du tout. parce que j'avais 13 ans donc c'était pas... Ouais, bien sûr. Et donc, et comment on s'organise quand on a 10 ans et qu'on fait des vidéos sur YouTube ? On utilise quel matos ? Comment tu faisais peut-être pour monter, ne serait-ce que tes vidéos ? Comment tu faisais ? Alors, je dois confesser que j'ai beaucoup de chance. J'ai un père qui bosse dans l'audiovisuel. Ok. Du coup, il m'a un peu aiguillé en me disant... c'est plus facile. Ouais. Exactement, iMovie, c'est pas mal, etc. Même s'il était en mode je te laisse te débrouiller. Et ce qui m'a sauvé, c'est YouTube en fait, parce que... C'est-à-dire que je commençais le montage, je mettais la vidéo, et dès que j'avais besoin de quelque chose, moi je le tapais sur YouTube, et il y avait forcément un mec de 17 ans à l'autre bout du monde pour m'expliquer comment le faire. Ouais, et donc petit à petit, j'ai appris, j'ai pris en connaissance, et c'est comme ça que je me suis organisé, surtout avec des tutos, quoi. Ok, trop cool. Et donc la ligne éditoriale de ta chaîne YouTube a évolué au fil des années. Là aujourd'hui tu parles beaucoup de pop culture, c'est ça ? Donc ça fait combien de temps ? Ça fait 5-6 ans. En fait, il y a eu un tournant à un moment, j'allais beaucoup au YouTube Space, qui a été pas mal important dans mon parcours de créateur, qui était donc un lieu
pour les créateurs de YouTube en fait, où il y avait des conférences, on pouvait se rencontrer entre créateurs, et je me rendais compte que j'étais incapable de pitcher ma chaîne. En fait. Quand les gens me disaient tu fais quoi, j'étais en mode je suis youtubeur quoi. Ouais, c'est ça, de tout et de rien. Et je voyais que les gens étaient assez confus, et je me suis dit ok, il faudrait que je trouve un sujet. Mais à la fois, on faisait face à des youtubeurs, enfin, je regardais des youtubeurs que j'aimais beaucoup, qui se disaient de plus en plus enfermés dans des sujets. On avait marre, etc., au point d'arrêter leur chaîne. Et je me disais, ok, il faut un sujet qui m'enferme pas, que j'aime et que je pourrais développer sur plusieurs années. Et j'ai regardé autour de moi dans ma chambre et c'était écrit en énorme, en fait, pop culture, parce que c'est ce avec quoi j'ai grandi et ce que j'aime beaucoup. Donc musique, cinéma, télé, série. Ouais, c'est super large, même influenceur, du coup. Je les ai inclus dedans, même si j'ai un peu forcé, parce que pour moi, c'est pas complètement de la pop culture. Mais c'est la culture populaire, la culture de masse qui est consommée par le plus grand nombre. Ok. Combien d'abonnés aujourd'hui ? 150, un peu plus de 150 000. C'est pas mal. Ah, c'est très bien. Carrément pas mal. Ouais, exactement. Et est-ce que tu en vis un peu de cette chaîne YouTube ? Alors j'en vis un peu, j'ai des revenus qui viennent de cette chaîne YouTube, mais j'en vis pas du tout parce que je suis étudiant. Donc je vis avant tout de bourse et de pension alimentaire, mais non, j'ai des revenus qui viennent des pubs Google. De la pub, mais tu fais pas encore de partenariat avec des marques ou de sponsoring, de choses comme ça ? Non, c'est un truc que je refuse à chaque fois. On m'en propose pas mal, même toutes les semaines on m'en propose, mais je considère que j'en ai pas besoin et que en fait, vu que j'en ai pas besoin, je dirais pas que ça gâcherait mon contenu, mais j'ai peur que ça vienne parasiter un peu mon contenu. Et je considère que les gens se mangent déjà tellement de pubs sur YouTube. Enfin, je veux dire, c'est devenu indécent. Moi, j'ai dû prendre un compte YouTube Premium parce que je passe tellement de temps dessus que sinon j'étais inondé de publicité. Je me dis, si derrière il y a 1 minute 30 de placement de produits, ça devient vite insupportable. Non, mais tu pourrais très bien couper la monétisation de tes vidéos et ne faire que du sponsoring si tu estimes que c'est plus intéressant, à moins. Je crois que c'est plus possible. C'est plus faire ça. Non, je crois que YouTube refuse maintenant. Quoi qu'il arrive, en fait, il y a des pubs. Et si jamais on active la monétisation, on peut les toucher, on peut toucher de l'argent, et sinon ils gardent tout. Il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça. On va creuser. Exactement, à creuser. Mais donc non, pour l'instant. Et puis je sais qu'en fait, je parle beaucoup de films, de musique et tout, et je me dis de quelle manière ça pourrait me biaiser en fait de collaborer avec des marques dont je serais peut-être amené à parler. C'est un grand problème de toute façon même journalistique quoi. C'est à quel point ceux qui nous financent nous détiennent quoi. Alors quel regard tu poses sur peut-être d'autres youtubeurs qui vivent beaucoup de ces partenariats avec les marques, youtubeurs et youtubeuses d'ailleurs hein. Oui évidemment, mais non moi j'ai pas de problème dans le sens où je sais que c'est un métier précaire de base et qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont du mal à subvenir simplement à leurs besoins primaires en fait et qui ont besoin de ça. Après j'ai quand même un regard critique sur certains qui je trouve en abusent parfois un peu, parce qu'en fait on est passé, j'aime bien le dire souvent, mais il y a 6 ans c'était vraiment le diable de faire des placements de produits, c'était inimaginable, il fallait voir les ratios de pouces rouges à l'époque des youtubeurs qu'on faisait, et depuis c'est devenu super acceptable, j'ai même des abonnés qui me poussent à faire des placements de produits en me disant mais fais-en, gagne de l'argent, vas-y fais-toi de l'argent. Et donc certains je trouve en abusent un peu et s'en servent plus pour s'enrichir qu'autre chose, et je trouve ça un peu dommage. Ouais. Après pour s'enrichir aussi pour gagner leur vie tout simplement, non ? Non mais bien sûr, non mais c'est pour ça que je diffère bien. Par exemple il y a Amixem dernièrement qui a fait une vidéo il y a 2 jours où il annonçait que la chaîne lui avait coûté plus d'1 million d'euros sur l'année 2021 parce qu'il fait à chaque fois charge. Ouais exactement, parce qu'il fait des très gros projets qui lui coûtent beaucoup d'argent, il a des employés. Je comprends tout à fait qu'Amixem il fasse des placements de produits parce que 1 million d'euros il va pas les sortir avec les pubs non, YouTube. C'est sûr. Mais il y en a d'autres qui je trouve s'engouffrent un peu dans la brèche et prennent l'argent mais on le voit plus trop et je trouve ça dommage d'alimenter son train de vie en vendant des produits à des gens alors que c'est pas forcément nécessaire. Après ce que je trouve assez cool moi perso c'est sur ces des youtubeurs qui ne se contentent pas que de faire du sponsoring de base avec 5 minutes de publi rédac, mais qui intègrent vraiment le produit dans leur vidéo et avec leur ton et qui en font un truc super cool en fait. Ce qui fait que tu as un contenu qui est sponsor, mais quand tu le regardes, tu passes quand même un bon moment. Et donc qui se creusent vraiment la tête pour faire quelque chose de cool. Ouais, quelque chose de créatif, forcément, c'est mieux. Après, et en plus, surtout que c'est gagnant pour la marque, parce qu'en fait, je pense que c'est encore plus efficace au point de vue du cerveau des gens. C'est-à-dire que si tu regardes un contenu qui est ultra bien fait et qui est sponsorisé, en fait, t'as même pas l'impression que c'est une pub et c'est encore plus efficace que si le mec te déroule le brief pendant 1 minute, quoi. Bon, alors tout ça c'est beau, mais de toute façon c'est bientôt fini, non ?
C'est toi qui le dis, Adam, dans l'une de tes dernières vidéos. En gros, c'est la fin des youtubeurs, où les youtubeurs vont disparaître. Bon, tu nous expliques qu'est-ce qui t'a pris à faire cette vidéo? Qu'est-ce qui m'a pris? Il faut que je sois honnête avec moi-même. Ma chaîne marchait moins bien à ce moment-là. Et je crois qu'il y a un espèce de biais de négativité qui nous entoure. Et c'est marrant parce que ça fait 1 mois et demi, je pense, qu'elle est sortie la vidéo. Et depuis, ma chaîne cartonne. Et donc, j'ai un avis beaucoup plus... tu sens vraiment, t'as gratté beaucoup d'abonnés avec cette vidéo? Ouais, et même en termes de vues, en fait, mes vidéos font en moyenne plus de vues parce que je sais pas pourquoi, à chaque fois, j'ai un pic descendant en octobre, novembre, décembre. Ça fait partie des mystères de YouTube. Parfois, il y a des mois avec, des mois sans. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai un biais beaucoup plus positif, quoi. Je suis presque à dire... Non, mais en fait, YouTube, tout va bien. Mais non, en réalité, ce qui m'a fait me dire ça, c'est que je voyais de plus en plus de YouTubeurs se plaindre d'une baisse de vues. Je voyais aussi les comportements autour de moi changer. De plus en plus de gens de mon âge à qui j'en parlais me disaient non, mais moi, je passe plus aucun temps sur YouTube, je vais que sur TikTok, sur Twitch. Dans le métro, il suffit de voir. Hein. Moi, je regarde autour de moi dans le métro, tout le monde est sur TikTok. Personne n'est vraiment sur YouTube. Et je voyais aussi les gros noms de la plateforme, les YouTubeurs, Squeezie, Cyprien, même Norman, s'éloigner de plus en plus de YouTube, développer pas mal levé le pied, c'est vrai. Et donc je me suis dit ok, je crois qu'il se passe quelque chose et que YouTube est peut-être en train d'amorcer, si ce n'est un déclin, au moins une stagnation. C'est quasiment sûr pour moi que YouTube stagne, et ce qui est quasiment un déclin en fait dans le monde numérique de stagner quoi. Ok, et donc tu évoques plusieurs raisons à ça, en tout cas plusieurs signaux, en plus de ceux que tu viens de citer. Donc YouTube qui se met à faire des shorts un peu pour concurrencer TikTok sur son territoire. Trop de publicité, ce qui a quand même un impact positif sur les créateurs puisque leurs revenus sont en hausse forcément. Une adéquation un peu compliquée entre l'offre et la demande, c'est ça, pareil sur ce marché publicitaire. Et puis tu évoques un YouTube qui s'est en quelque sorte reposé sur ses lauriers et qui n'a pas été suffisamment à l'écoute de ses utilisateurs et des créateurs. Exactement, et même alors YouTube, la compagnie, effectivement, à mon avis, moi en fait, plus j'y réfléchissais à ce sujet, plus je pense avoir pointé un peu le problème, c'est l'absence de culture YouTube. En tout cas, la perte de la culture YouTube. Pour moi, il y a 5-6 ans, il y avait une vraie culture YouTube. Il y avait un YouTube Rewind qui sortait, qui se faisait allumer tous les ans, mais qui sortait. Oui. Il y avait des créateurs qui étaient vraiment célébrés, des nouveaux concepts qui arrivaient très souvent, et la plateforme était vue comme un endroit novateur, comme un incubateur de nouvelles idées qui fourmillaient. Et j'ai l'impression que plus trop. Et aujourd'hui, on parle surtout de la génération TikTok, des challenges TikTok, des lives sur Twitch avec les talk shows. Et j'ai l'impression que YouTube est plus trop un endroit de création. J'ai pas trop d'idées de concepts YouTube qui sont nés ces 3 dernières années et qui ont révolutionné un peu Internet, quoi. Est-ce que c'est pas le signe aussi des plateformes qui arrivent finalement à maturité, un peu comme la télé, qui a été une innovation majeure, incroyable, exceptionnelle en son temps, et qui évidemment est rentrée dans tous les foyers avec des formats identiques d'une chaîne à l'autre, donc il n'y avait plus tellement d'innovation à la télé, mais malgré tout ça restait un média puissant. Mais voilà, est-ce que c'est pas la marque justement des plateformes et des médias qui sont bien entrés dans nos habitudes et qui ronronnent un peu comme ça, tout simplement? Ouais, non, complètement. C'est totalement possible que ça soit ça, mais moi, en tant que créateur, je trouve ça dommage en fait. Parce que je préférais le moment où c'était un espace de création, vraiment, où chaque semaine je découvrais un nouveau créateur. Et même si les vidéos étaient moins professionnelles, même si peut-être que ça faisait moins de vues, parce qu'en fait il y avait moins de gens, j'avais l'impression qu'il y avait plus une émulation intellectuelle autour de la création de contenu, et qu'il y a moins, effectivement, j'ai l'impression que YouTube ronronne un peu, que voilà, on est tombé dans une petite habitude, chaque YouTubeur a sa petite routine, et tant que ça fonctionne... Mais ça on peut le mettre sur la faute de YouTube ou bien des créateurs, parce que qui doit être créatif, ce sont avant tout les créateurs de contenu. YouTube ne fait qu'offrir finalement un cadre, un player, un espace en 16/9 pour que puisse s'exprimer la créativité des créateurs. Ce manque de créativité, justement, est-ce qu'on peut accuser YouTube d'en être le responsable ?
Alors, pour moi, les torts sont partagés, évidemment, en fait. Enfin, pour moi, YouTube a quand même une part de responsabilité par le contenu qu'il met en avant et par le fonctionnement de l'algorithme. Ouais. Parce que l'algorithme met en avant du contenu indifféremment de sa qualité, et c'est normal, c'est un algorithme, il peut pas faire la différence. Et comme j'ai dit, j'ai l'impression que YouTube n'a pas participé à entretenir cette culture YouTube assez. Par exemple, TikTok organise beaucoup des talks avec ses créateurs, a l'air beaucoup plus proche de ses créateurs, Twitch aussi. Même si les autres plateformes ont aussi des problèmes de modération, etc. Mais YouTube, il y a quelque chose de très opaque. Par exemple, cette vidéo-là, justement, je me la suis faite... Non, une autre vidéo sur les YouTubeurs, je me la suis faite démonétiser. Et je comprenais pas pourquoi, parce que pour moi, il n'y avait rien de choquant. Et en fait, j'ai appris que c'était pour injure. Et il n'y avait absolument aucune insulte dans ma vidéo. Donc je demande un examen manuel d'un humain qui me confirme qu'apparemment, il y a des injures dans ma vidéo. Et derrière, c'est blackout total. Je peux rien faire. Et cette personne n'a pas été en mesure de te dire, voilà, à tel moment tu as été injurieux, tel moment est problématique. Non, et j'ai fait un mail de réclamation où on m'a juste répondu, non mais ça a été vérifié par un humain. Et tu penses que... Quelle est la raison du coup ? J'ai une hypothèse, c'est qu'à un moment je parle d'un créateur de contenu qui s'appelle Jimmy Felcon. Ouais. Et du coup il y a une insulte dans son pseudo. Ouais, mais alors ce créateur de YouTube doit être banni lui-même de démonétiser à 100%, parce que c'est son blaze en fait. Ouais. Donc comment c'est possible ? Non, je comprends pas. C'est la seule explication que j'ai pu trouver. Mais c'est pour dire que je trouve qu'il y a un manque de communication de YouTube autour de la culture des créateurs, et à la fois avec les créateurs, et comme tu l'as souligné, il y a un problème des créateurs qui en fait se reposent sur des acquis, sur des codes qui fonctionnent super bien et qui sont en même temps super confortables. C'est-à-dire quand tu es créateur, tu as un concept qui marche bien, tu vas les tirer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il marche plus. Et effectivement, c'est un cercle un peu vicieux, parce que YouTube va avoir tendance, on imagine, dans son algorithme, de mettre en avant des vidéos qui ont une certaine durée ou qui ont un taux de complétion super long, justement pour pouvoir intégrer un maximum d'insertion publicitaire, et un créateur qui veut vivre de ses vidéos va lui se dire tiens, je vais peut-être faire aussi moi des vidéos longues avec faire en sorte que ma complétion soit la meilleure possible pour avoir le plus d'insertion publicitaire et gagner le plus d'argent possible. Les vidéos de moins de 8 minutes ont, je crois, disparu de la plateforme depuis qu'on peut double monétiser avec 8 minutes en fait. Alors, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu compares la plateforme à TikTok, et quand moi je vais sur TikTok, j'ai l'impression de voir beaucoup de contenus identiques, tu vois, même de créateurs différents. J'ai l'impression qu'il y a des créateurs qui ont réussi à trouver des hacks sur TikTok, que tu connais aussi sans doute. Il y en a un, on en a parlé il y a pas longtemps avec mes associés, qui consiste à faire un TikTok avec une musique qui tourne en boucle, un plan fixe et un texte très long. Et donc, évidemment, le texte, donc tu restes sur le TikTok pour lire le texte, sauf que le temps que tu as fini, que tu arrives au bout du texte, le TikTok, tu en as lu 5 ou 6. Ouais. Et donc, TikTok se dit, waouh, c'est quoi ce contenu qui a été lu 5 ou 6 fois par utilisateur ? Il doit être ouf. Et donc, ils ont tendance à le remonter, etc. Donc, plus de gens le regardent, plus il est remonté, etc. etc. Et donc, j'ai l'impression aussi, moi, de voir un peu un nivellement, une standardisation des TikTok. Ouais, je l'aborde un moment dans ma vidéo, il me semble, très succinctement. Je dis une phrase, j'ai l'impression que TikTok suit le même chemin que YouTube en 10 fois plus vite en fait. Bah oui. C'est-à-dire que tout va plus vite. Ça a explosé 10 fois plus vite. Ouais. Les créateurs ont 10 fois plus d'abonnés, 10 fois plus de vues, et à la fois ça se standardise 10 fois plus vite. Après, je pense que TikTok va patcher petit à petit ces phénomènes, comme l'avait fait YouTube par exemple avec les pouces bleus, où à un moment Ibra TV s'était rendu compte que les pouces bleus étaient le hack ultime pour être mis en avant, et alors tous les youtubeurs se sont mis à demander des pouces bleus. Depuis, ça fonctionne plus du tout, ça sert à rien les pouces bleus, il faut le dire. C'est vraiment juste à titre indicatif. Je pense que c'est même pas pris en compte par l'algorithme. Mais donc il y avait ce petit hack et on pouvait se dire c'est la mort de YouTube, ça y est, ça va être que des pouces bleus. Et en fait non, YouTube a compris et a changé. Je pense que TikTok fera pareil. Mais effectivement, moi j'aime pas TikTok personnellement, parce que c'est 100% de l'algorithme. C'est-à-dire que c'est vraiment que de l'algorithme. Là où YouTube, moi j'aime bien avoir mes abonnements et tout. Et je pense que le problème d'avoir un algorithme qui décide de tout, c'est que justement ça va se standardiser à une vitesse phénoménale. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu peux aussi t'abonner à des TikTokers et t'es notifié à chaque nouveau TikTok d'un créateur en particulier. Donc dans l'absolu, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir demain 150 000 abonnés sur TikTok ? En fait, sur TikTok, déjà les gens ont beaucoup plus d'abonnements.
Je l'ai remarqué, c'est-à-dire que les gens ont facilement 1000, 2000 abonnements sur TikTok. Et surtout, même dans l'onglet abonnement de TikTok, il est régi par l'algorithme. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un onglet linéaire comme le fait YouTube. Et Dieu merci, parce que j'ai peur que cet onglet disparaisse un jour de YouTube, parce qu'à mon avis, les gens n'y vont plus trop. Mais pour dire que voilà, même cet onglet, en fait, il est régi par l'algorithme. Et c'est normal, parce que c'est ce qui marche, en fait. Et moi, j'ai eu la discussion avec pas mal d'abonnés qui me disaient bah non, mais c'est super confortable, j'ouvre l'appli et l'appli sait ce que je veux voir. Donc j'ai même pas à réfléchir, j'ai même pas à me dire le moment le plus relou sur YouTube, c'est quand on doit choisir la vidéo en fait. C'est de se dire ah bah vas-y, est-ce que j'ai 10 minutes, ah est-ce que ça, est-ce que plutôt celle-là. Ouais, c'est sûr. TikTok le fait pour toi, donc forcément tu vas aller dessus quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, à ton avis, qu'est-ce que devrait faire YouTube pour corriger le tir, ou bien pour récupérer un peu de love de la part des créateurs ? Bah, moi, comme j'ai dit, je pense communiquer avec les créateurs de manière plus transparente et surtout célébrer cette culture YouTube. Décider de mettre en avant certains créateurs en disant ah bah voilà, ce créateur il a peut-être moins d'abonnés. Ah oui, et pareil, je commence avant d'expliquer ce que j'aimerais. C'est complètement biaisé parce que ce que je vais dire correspond évidemment parfaitement à ma chaîne et à ce que je crée parce que ça m'arrange. Mais de manière générale, moi j'aimerais bien que YouTube montre aussi la diversité du contenu qui peut être créé sur la plateforme. Parce que quand on va dans l'onglet tendance, qui est aussi plus ou moins régi par un algorithme, je pense, on a quasiment que du divertissement et des replays de télé. Et on peut avoir l'impression que YouTube c'est que ça. Alors qu'évidemment, non, c'est plein d'autres créateurs qui ont parfois 10 000 abonnés et qui font un truc super de niche et qui mériteraient d'être célébrés pour moi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque, c'est de dire tiens, vous avez aimé, vous suivez Adam Brosse sur YouTube, ça veut dire que vous aimez la pop culture, vous pourriez être intéressé aussi par tel ou tel youtubeur qui ont 100, 200, 300 000 abonnés. Exactement. Et ça, tu l'as pas. Non, en fait, c'est fait de manière un peu informelle par l'algorithme qui va sélectionner des vidéos par rapport à ce que tu as regardé, mais c'est jamais YouTube qui prend position, et c'est normal, en fait, YouTube peut pas prendre position vraiment sur le contenu qui est publié sur la plateforme parce que YouTube veut garder ce côté hébergeur en disant non, on n'est pas responsable du contenu, on n'est pas diffuseur, on est juste des hébergeurs, comme ça si jamais il y a des problèmes avec le contenu sur la plateforme, c'est pas nous. Mais je pense que cette position elle a une limite qui est justement le problème, c'est que YouTube s'investit pas assez à mon avis dans le contenu qui est créé. La fermeture du YouTube Space à Paris en est un exemple. Je trouve ça. Pour quelle raison ils l'ont fermé à ton avis ? Alors déjà il a été en travaux pendant très longtemps, je sais, et après il y a eu le confinement et en fait ils ont commencé à développer des sessions en ligne et donc à partir de ce moment-là ils se sont dit pourquoi garder un espace réel quand on peut le faire en ligne. Et je trouve ça dommage parce que on en parlait juste avant, non on en parlait tout à l'heure. C'était un espace pour moi qui était vachement cool parce qu'on pouvait voir d'autres créateurs. Il faut savoir que le métier de créateur c'est un métier qui est assez solitaire la plupart du temps. La plupart des créateurs sont très seuls dans leur démarche en tout cas, et de pouvoir rencontrer des gens qui font la même chose que nous, c'est super stimulant et très créatif, et je trouve ça dommage que ça n'existe pas plus en fait, parce que ça participe aussi à créer cette culture. Il y a beaucoup de soirées TikTok par exemple, j'ai été invité à des soirées TikTok alors que tu n'aimes pas la plateforme. Et tu y es toi avec Adam Brosse ? J'y suis, en fait, j'ai publié quelques TikTok, ça avait plutôt pas trop mal marché, mais je manque de temps avec les études et YouTube pour tout faire, je dois prioriser. Mais pour dire que TikTok le fait, et je suis sûr que c'est faisable, donc pour moi, YouTube devrait faire ça, et aussi je pense que les créateurs de contenu devraient s'affranchir un peu plus des codes et des règles, et déconstruire surtout les codes de la plateforme. Je prenais l'exemple dans ma vidéo, maintenant mes vidéos sont en 4 tiers. Et oui, c'est vrai que j'ai vu ça. J'ai essayé de régler mon player. Je suis ok, bon, je le laisse en 4 tiers. non, et en réalité, il n'y a pas de vrai choix derrière. En fait. Ce qui ne l'a pas empêché de faire un peu plus de 200 000 vues, là, c'est ça ? 220, un truc comme ça. Et au contraire, mes vidéos marchent même mieux depuis qu'elles sont en 4 tiers. Parce que c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'en déconstruisant les codes de YouTube, on ne prend pas le risque d'être mis de côté par rapport à son algorithme ? Ça dépend quel code on déconstruit. Par exemple, je garde le code du biais de négativité, je garde le code du sensationnalisme, de la miniature. Enfin, il faut savoir déconstruire certains codes seulement. Il ne faut pas faire table rase de tout en publiant une vidéo qui s'appelle vidéo.mp4 et en se disant ça va marcher, la vidéo est de qualité. Mais je pense qu'il faut au moins se questionner dessus et voir justement là où on peut jouer un peu. Comme j'ai dit, moi j'ai appliqué un filtre rétro, j'ai mis du 4 tiers. Alors les premières vidéos que j'ai faites en 4 tiers, tout le monde m'a dit mais c'est quoi ce truc, arrête, ça n'a aucun sens. Ouais, je me suis posé la question au début, je me suis dit mais tiens, vu qu'en plus tu parles un peu des tout débuts du YouTube game, je me dis mais
il fait que c'est un effet de style, quoi, tu vois. Non, c'est toujours comme ça. Okay. Ouais, mais c'est cool. Bah c'est ça. Moi, j'avais envie d'avoir une identité visuelle un peu marquée. En plus, le 4 tiers, ça fait justement référence au webcam en fait à la base. Oui. Et donc, je trouvais ça intéressant. Et également le filtre, je trouve très ressemblant, et c'était complètement pas fait exprès, au Truman Show, quand on voit en fait Truman à travers les télévisions. Le film applique un filtre qui est un peu pareil. Excellent film d'ailleurs. Exactement, et parfois je me sens un peu comme Truman sur ma chaîne YouTube, donc je trouvais le parallèle intéressant. On a un peu tous des Truman quoi, sur YouTube, je crois. Mais juste avant de reparler de ça, c'est hyper intéressant, mais juste de manière assez concrète et pratique, comment tu fais pour filmer en 4 tiers ? Comment on fait pour filmer en 4 tiers aujourd'hui en 2022 ? Parce que avec n'importe quel smartphone ou un appareil photo, on peut plus filmer en 4 tiers. Et ben on triche. Tu coupes ? Ouais, je filme en 16/9, et en fait quand je filme, je mets des espèces de scotch du gaffeur en me disant ok bah c'est ça mon cadre, il est carré. Et une fois que je suis sur mon banc de montage, je mets et d'ailleurs c'est super relou parce que évidemment Final Cut m'ouvre chaque projet en 16/9 en me disant bah non, et c'est à moi de dire non on va personnaliser, on va faire du 4 tiers parce que j'avais envie. Bon, Truman Show, hyper intéressant ce que tu disais. En quoi tu te sens comme Truman quand tu fais des vidéos ? Parce que si je prends un peu le parallèle, donc on est d'accord, Truman Show, tout le monde je pense a vu ce film, mais c'est un individu qui est né, qui a grandi dans un univers qui est en fait fake, parce que c'est un énorme sphère, bulle, qui est en fait un plateau de télé géant, et les gens suivent sa vie, s'immiscent dans sa vie, dans les moindres détails, depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte, et jusqu'à ce qu'il découvre que tout est un mensonge. Voilà, que sa vie était une émission de télé est un mensonge. Donc ta vie est un mensonge. Bah non, mais il y a plusieurs parallèles que je trouve intéressants. Déjà, la relation qu'entretiennent les gens qui regardent Truman et Truman, et la relation qu'entretiennent les gens qui regardent les influenceurs, qui s'appelle la relation parasociale, c'est-à-dire avoir l'impression de connaître quelqu'un parce qu'on le regarde à travers un écran, alors qu'en réalité on le connaît pas du tout et qu'on voit juste une partie mise en scène et filmée de sa vie. Et la deuxième chose, c'est aussi la perspective d'évolution. Comme je l'ai dit, Truman, il a été depuis sa naissance filmé. Et moi, en l'occurrence, comme j'ai dit, j'ai commencé à 11 ans les vidéos. Et en fait, si on regarde toutes les vidéos de ma chaîne, on peut apercevoir une évolution tronquée et biaisée et complètement incomplète, mais de ma vie, parce que je considère qu'il y a un mois, en tout cas, Adam Bross est né sur Internet et existe quasiment uniquement sur Internet. Et il existe nulle part ailleurs, parce que dans la vie réelle, il n'existe pas, et c'est exactement comme ça. Truman existe uniquement dans le cadre de ce plateau télé, et il n'a pas de vraie vie en dehors. Et comment tu t'imagines, donc tu as 20 ans, est-ce que déjà dans 20 ans YouTube existera encore ? En vrai, c'est Google derrière. Ouais, je pense que ça existera encore, ne serait-ce que pour publier les clips, etc. En tout cas, il faudra une plateforme vidéo, et j'en vois pas une autre s'immiscer et prendre la place de YouTube. Tu dois faire carrière en tant que créateur de contenu sur YouTube, ou ça restera un side project ? Alors, je m'adresse directement à mon père qui m'écoute. Non, évidemment, je tiens à mes études et à avoir un CDI. Non, en vrai, non, pas du tout. J'adore le côté side project, justement. Pour moi, YouTube, ça a toujours été une passion, et ça doit le rester. Déjà parce que je pense que les chiffres, ça rend fou. Mais au sens premier du terme, je vois à quel point je suis miné quand une vidéo fonctionne moins bien. Et je me dis, mais si le remplissage de mon frigo dépendait de ces chiffres, en fait, je me mettrais qu'à vouloir faire des chiffres. Alors que là, une vidéo qui marche pas, je continue à aller à la fac de la même manière la semaine. Parce que là, t'es à quel rythme aujourd'hui de publication ? Une vidéo par semaine. Ce qui est pas mal déjà. Ce qui est pas mal, parce que du coup je suis tout seul, donc j'écris, je tourne, je monte. Puis c'est des vidéos de environ 15 minutes, exactement. Donc, avec beaucoup d'inserts, beaucoup de vidéos d'illustration, donc il y a du taf. En moyenne une centaine de vidéos d'illustration par vidéo, et surtout je lis beaucoup d'articles universitaires et tout pour les écrire, mes vidéos, parce que pareil elles sont écrites. Donc ouais, ça demande beaucoup de travail, mais je compare souvent ça au foot. Je suis un grand fan de foot, j'adore le foot, je vais jouer au foot toutes les semaines avec mes potes, mais je ne deviendrai jamais footballeur, et j'ai même pas envie de devenir footballeur en fait. Juste, j'aime ça. Une passion, ouais. Exactement, ça me prend beaucoup de temps, parfois je me blesse, mais quoi qu'il arrive, j'aime ça, et je crois que je continuerai toujours à le faire à côté, quoi. Et t'as envie de bosser dans quel secteur plus tard ? Est-ce que c'est lié quand même au sujet que tu traites dans tes vidéos YouTube ?
J'aimerais travailler dans la communication, plus clairement la communication digitale, donc il y a forcément des liens et des ponts qui se créent. Après, pas forcément le domaine de l'influence, par exemple. Ok. Qui me tente pas plus que ça. Non, mais le domaine de la pop culture, par exemple, tu vois, parce qu'on peut très bien se dire que finalement d'avoir cette chaîne YouTube avec tes 150 000 et plus demain abonnés peut, appuyer et te construire une vraie légitimité sur un secteur professionnel et t'ouvrir davantage de portes. Je pense que ça m'ouvre des portes dans le domaine de la communication, parce que si j'ai été capable de maintenir une chaîne YouTube pendant 10 ans avec justement ce nombre d'abonnés et cette fréquence aussi de publication, c'est que je suis capable aussi de communiquer, je connais les codes, donc je me repose plutôt là-dessus, mais non, le domaine de la pop culture en termes de métier, ça m'a jamais plus attiré que ça. Ok, bon, c'est quoi tes projets de vidéos ? Les prochaines vidéos à venir, là ? Ouais. Là, il y en Pourquoi les TikTokers vont disparaître ? Exactement. Non, là, il y a une vidéo qui sort dimanche, que je viens de finir d'écrire, sur pourquoi les youtubeurs se plaignent tout le temps. Ok. Parce qu'il y a un truc des youtubeurs qui se plaignent tout le temps de justement, je fais pas mon nombre de vues, etc. Et à quel point, en fait, je pense que je spoil un peu, mais ça vient, à mon avis, d'un problème qui est que on a construit une image des youtubeurs qui est un peu amalgamante, dans le sens où on a l'impression que les influenceurs ont tous la même vie et sont tous les mêmes. Quand on dit influenceurs, on a tous la même image en tête, la situation, le Squeezie, et du coup on trouve intolérable que n'importe quel influenceur se plaigne, alors qu'en fait il y en a qui sont, comme je l'ai dit au début, très précaires, quoi. Ouais, complètement. Ok. Et ben on regardera ça. De toute façon, cet épisode sera publié après la sortie de ta vidéo. T'en auras sorti quelques-unes entre-temps. Juste un petit mot peut-être sur l'avenir de cette économie de la création, de la creator economy. On parle beaucoup du Web3 aujourd'hui, des NFT, du métavers, etc. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça ? Ça t'évoque quelque chose par rapport à l'évolution, toi, de ta passion de créateur de contenu ? Ça m'intéresse beaucoup, comme je l'ai dit. Là, j'ai eu un petit tilt sur les algorithmes ces derniers mois. Donc, j'ai lu plein de bouquins sur les algorithmes et tout, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les algorithmes ont déjà gagné, sont genre déjà plus puissants que l'humain. Juste, on s'en rend pas encore compte à quel point ils régissent un peu tout ce qu'on fait. Mais sinon, pour le Web3, les crypto-monnaies, etc., je m'y intéresse, mais un peu de loin. J'essaye de garder un peu de distance avec ça. Je suis pas encore convaincu par l'idée, et surtout pour ce qui est de la creator economy, j'ai un peu peur que ça se transforme en bulle. C'est-à-dire que je vois notamment les montants, par exemple, pour les placements de produits, etc., qui augmentent considérablement tout le temps, à des sommes qui parfois, en réalité, je ne sais pas si ça vaut vraiment ça. Et je le dis en tant qu'influenceur et créateur, donc ça me bénéficie pour l'instant, plus qu'autre chose. Mais j'ai peur qu'à un moment ça explose, et il me semble que ça avait fait ça pour Internet. Je suis beaucoup trop jeune pour vraiment pouvoir le certifier, mais il y avait eu une bulle Internet qui avait explosé dans les années 90, parce que tout le monde avait investi massivement en fait dans les entreprises du numérique, et il n'y avait pas eu des résultats tout de suite. Oui. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais moi, pour l'avoir connu, la bulle Internet, c'était une bulle d'investissement, surtout, donc des personnes qui ont placé des billes dans des entreprises qui te promettaient monts et merveilles et qui, en fait, faisaient 0 de chiffre d'affaires ou pas loin. Là, quand même, ce que tu évoques, le sponsoring, les placements de produits, ce sont plutôt des budgets publicitaires, de l'achat média, qui sont corrélés normalement à des chiffres de vente. Et dans n'importe quelle entreprise saine, t'investis 1 euro et pour en récupérer 2. Et si c'est pas le cas, c'est que clairement ton achat média il est pas bon, et tu vas utiliser d'autres canaux. Oui, bien sûr, mais j'ai peur que justement aujourd'hui il y ait des marques qui se fassent entre guillemets un petit peu avoir et qui investissent trop par rapport à ce qu'elles prennent derrière, notamment parce que c'est le truc hype du moment. Il faut absolument investir sur les influenceurs, tout le monde en parle, et si jamais t'investis pas dans les influenceurs, t'es en retard et t'as rien compris. Et je pense que c'est plus compliqué que ça, et qu'il faut aborder ce sujet avec beaucoup de prudence et avec beaucoup d'expertise, parce que comme je l'ai dit, les influenceurs, c'est pas juste les influenceurs, c'est quels influenceurs, comment, à quel niveau, sur quelle niche. Et parfois j'ai l'impression que certains essayent juste de tout prendre d'un coup et de se dire allez, on va investir. C'est comme je vais acheter 100 000 euros de bitcoin et je vais espérer que ça augmente, alors que c'est plus compliqué que ça. Après, tu t'investis, t'as un investissement actif et passif. Exactement. Et si je mets 100 000 euros en bitcoin, vaut mieux pas t'attendre à un retour sur investissement dans les 48 heures. C'est que t'investis plutôt sur une tendance haussière
sur la longue durée. Non mais bien sûr, mais donc je pense qu'il va y avoir plein de choses intéressantes, notamment avec le métaverse, etc. Et que pour moi on va arriver à un deuxième tournant dans les prochaines années, et ça a été accéléré par le confinement d'internet. On a eu un premier tournant aux alentours de 2007, là où les réseaux sociaux ont vraiment commencé à arriver et à émerger, et je pense qu'on va avoir un deuxième tournant on va se poser la question de quelle place on donne à ces réseaux sociaux dans nos vies, parce qu'en fait ils augmentent tellement qu'à un moment va y avoir un plafond. C'est-à-dire que moi je vois mon temps d'écran ou mon temps passé sur les réseaux sociaux qui augmente tout le temps. Ouais, c'est ça. Et on est complètement accro. Et la question c'est, est-ce qu'on va dire ok, on passe à 100% dedans, allez c'est bon, ou en tout cas à 100%, on va se mettre pleinement dans le métaverse et voilà, on va vivre à travers ça. Ou est-ce qu'au contraire on va dire bon ok, là il faut stopper et on va prendre individuellement des mesures pour stopper ça. Je pense que ça va plutôt être la première option, mais... Oui, généralement quand on a des warnings en tant qu'être humain, on les regarde pas trop. Non, exactement. Il n'y a qu'à regarder la planète. Voilà, donc je suis pas très optimiste, mais je pense que malgré ça, il y a quand même moyen d'en faire quelque chose, et il y a quand même moyen d'avoir quelque chose de créatif, et qui puisse aussi... on se rend pas compte à quel point Internet a donné une seconde vie à des gens. Je veux dire, moi j'étais vraiment j'étais le nobody au lycée, et je suis toujours quoi. Et sur Internet, j'étais complètement quelqu'un d'autre, et ça m'a permis d'avoir une autre personnalité, de développer du savoir, de la culture, de l'éloquence que j'aurais jamais eu sans Bien ça. sûr. Et je pense que le métaverse pourra aussi permettre ça, ou en tout cas l'avenir d'Internet pourra permettre ça à toute une génération qui aura pleinement grandi avec. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais. Donc il y avait Mathieu Stéphanie, mon associé d'Orso Media, qui était là tout à l'heure, et en discutant un peu avec toi, il te trouvait relativement introverti pour un YouTuber, donc pour quelqu'un qui parle face cam à des centaines de milliers de personnes sur sa chaîne YouTube. Et tu nous as remarqué à juste titre que beaucoup de YouTubeurs très connus et reconnus aujourd'hui sont en fait des grands timides à la base. Ouais, c'est ça, parce que justement Internet a permis, à mon avis, de donner la voix, et on le voit encore plus de nos jours avec même les mouvements sociaux, à des gens qui ne l'avaient pas dans la vie de tous les jours et qui étaient complètement invisibles en fait, et a permis de rendre visibles tous ces gens-là. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi. On a une plus grande représentation de tous les spectres possibles, y compris des introvertis qui sont beaucoup mieux représentés que dans la vraie vie. Et effectivement, si le métaverse peut faire peur, et il a plein de raisons de faire peur, il pourra à mon avis aussi permettre à des gens de se connecter. Même moi j'ai pu rencontrer des gens qui habitent à l'autre bout de la France grâce à Internet, et qui sont devenus très proches, etc. Donc on parle beaucoup des travers du numérique, mais on ne parle pas assez des effets positifs que le numérique a eu sur nous autres humains. Exactement, comme ce podcast qui à mon avis n'existerait pas sans le numérique quand même. Complètement. Il faudrait que j'aille toquer chez chaque personne et leur raconter dans l'oreille tout ce qu'on vient de se dire. Ce serait compliqué quand même. Et vendre toutes les cassettes à la sortie du métro pour que les gens écoutent aussi. Les cassettes, ouais, complètement. Bon, merci beaucoup Adam, c'était très cool, j'ai appris plein de choses. J'invite tous nos auditeurs à aller voir cette vidéo qui est assez intéressante, qui donne plein de bonnes pistes de réflexion sur l'avenir de YouTube et de la creator economy, et puis de découvrir aussi tes autres vidéos. Donc Adam Bross. Exactement, Adam Bross même. Adam Bross, ok. Personne n'y arrive. On a passé 35 minutes ensemble et j'y arrive toujours pas. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, et hâte d'écouter les épisodes qui vont sortir. Salut Adam. Salut.